Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse a donné de l'espace cette semaine aux activités relatives à l'élection présidentielle à venir. On a bien vu dans les quotidiens de Cameroun Tribune, des quotidiens Mutation, Le Jour, Le Messager, Émergence, que la sortie médiatique du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et celle du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, ont été largement commentées. En effet, sur les antennes de Radio France Internationale, les deux membres du gouvernement se sont exprimés chacun dans sa posture avec des mots propres sur la candidature du président Paul Biya. La presse a semblé déceler des incohérences dans les deux discours entendus. Mais en rapport toujours avec la présidentielle, la grande préoccupation à scène de presse ce soir, c'est la succession des opérations prévues après la convocation du corps électoral. On s'intéresse notamment à la démarche que doivent avoir les acteurs du processus électoral, à savoir les partis politiques, les CAM, le MINAT en tant qu'agent de l'État dans le processus électoral et bien sûr les médias. Nous évoquons dans la deuxième partie de l'émission la question de l'intelligence artificielle au Cameroun, comment bâtir collectivement une vision commune et inclusive de l'intelligence artificielle dans notre pays. Cette question et bien d'autres sont traitées de par le quotidien Le Jour dans son édition de mercredi dernier à la suite de la deuxième édition des CONIA, entendez, Concertation nationale sur l'intelligence artificielle, tenue au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous en parlons avec le concours des invités de la CRTV ce soir. Je commence par Serge-Alain Godon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, promoteur de la plateforme 7 News Digital, docteur en sciences de gestion de l'Université de Paris. En face de vous, François Bikoro, bonsoir. Bonsoir, Séverin Legambélé. Votre émission Scène de presse est devenue un référent dans le formatage de la masse critique émergente de notre pays. C'était un rêve, c'est devenu une réalité, mais surtout un défi que de participer à cette émission ce soir. Nous sommes très flattés, hein, Serge Alain. Ce n'est pas tous les jours qu'on le dit. Hein. François Bikoro, il aime bien qu'on dise qu'il est activateur politique. Je continue, Maître Ngou Divine Achou, bonsoir. Oui, bonsoir Séverin. Et je suis content d'être cette soir avec la CRTV. Et je remercie le managériat de la CRTV et son directeur général. Je remercie aussi tous les staffs de la CRTV. Et je remercie les téléspectateurs de nous suivre. Et tout critique, tout critique est accepté. Merci beaucoup, Maître Ngou. Vous êtes secrétaire général national de la jeunesse patriotique du Cameroun, la GEPCAM en abrégé, analyste politique, membre de la société civile. Vous lui pardonnerez quelquefois des hésitations en français parce qu'il est d'expression anglaise. Je continue avec Charles Sebouné, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de m'avoir invité une fois de plus. Journaliste, grand reporter, chef d'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. Je rappelle que François-Joseph Nemete Beyeme va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Il est sous-directeur de la réglementation des télécommunications et des TIC au ministère des Postes et Télécommunications à Yaoundé. À tous, merci d'être venus. Merci à vous également qui prennent la peine de nous regarder. Nous disons merci à Nathan Kaweb qui nous accompagne, qui est le réalisateur de cette émission avec toutes ses équipes rédactionnelles et techniques. Il faut dire que nous parlons davantage du code électoral et notamment des dispositions communes à l'élection du président de la République, des députés, des conseillers municipaux et au référendum. Ces dispositions qui encadrent bien la convocation du corps électoral. L'article 86, alinéa 1 de cette loi indique clairement que le corps électoral est convoqué par décret du président de la République. Alinéa 2, l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins. Alinéa 3, le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour. Alinéa 4, le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Dès lors que cela est fait, tous les regards sont tournés vers les acteurs majeurs du processus électoral, les partis politiques, et les CAM, le MINAT, les médias. Je commence par les formations politiques. Dans sa revue des états-majors des formations politiques, Cameroun Tribune de cette semaine relève que des partis, notamment ceux à même de présenter un candidat à l'élection présidentielle, d'octobre sont plus que jamais en alerte. L'hebdomadaire Terre Promise indique qu'en convoquant le corps électoral dans les limites du temps fixées par la loi, le chef de l'État, Paul Biya, honore son serment en tant que garant de la Constitution. Et par contre, dans le camp d'en face, on parle de démocratie en embuscade. Diapason, Info Matin et l'Action nous disent que le RDPC est en ordre de bataille pour conserver le pouvoir.
tandis que l'opposition cherche à mobiliser ses bases face à la machine du parti au pouvoir. Et sur la candidature du président Paul Biya, beaucoup de commentaires sont faits. La nouvelle expression se demande pourquoi, face à la bataille de succession, Paul Biya se tait. La météo s'usure que le silence du maître de l'horloge semble être de ceux qui précèdent les grandes tempêtes. L'eau fou semble se précipiter, le sage prend son temps. Devons-nous reconnaître qu'on est prêt pour le scrutin présidentiel au regard de ce qui se passe au niveau de ces acteurs majeurs du processus électoral? Serge Alain. Tout dépend de ce qu'on entend par être prêt. Il y a effectivement une préparation de type institutionnel et on va dire un peu d'orchestration de l'administration et des administrations impliquées dans le processus électoral. Ça, c'est une partie du problème. L'autre question concerne évidemment la préparation politique. La préparation politique, elle concerne les acteurs et les organisations de type politique, mais elle concerne également la population, c'est-à-dire que la capacité d'interagir entre ces deux principales masses-là. Et puis, il y a maintenant une préparation d'ordre de vigilance du système international sur le Cameroun, une préparation des acteurs et des corporations périphériques comme les médias, de la société civile, etc. Donc, mon expérience du Cameroun, ou plutôt mon observation du Cameroun sur les dernières années, les 20 dernières années de vie politique et électorale m'amène à penser que souvent, nous avons plutôt développé une forme de culture de la dernière minute et qui nous entraîne donc effectivement vers des précipitations, vers des improvisations qui sont plus ou moins voulues, plus ou moins orchestrées, plus ou moins volontaires. Et c'est en cela que moi, à titre personnel, je regrette beaucoup cette convocation si tardive du corps électoral par le président de la République parce qu'elle participe effectivement d'un ralentissement de la vie publique. Mais elle est encadrée par la loi. Est-ce qu'on a je ne dis absolument pas ça. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement la loi, mais il y a la vie des institutions, la vie d'une culture politique, la vie d'un système et d'un écosystème politique. Alors, Serge Alain, j'aurais bien voulu qu'on commence par voir la préparation, l'état de préparation au niveau des partis politiques, parce que c'est là où nous avons les candidats. Malheureusement, que ce soit du côté du RDPC, on a vu le débat qu'il y a eu autour des propos tenus par le ministre Famendongo, le ministre Sadi cette semaine. Le candidat du RDPC, selon la loi, ce n'est pas encore officiel, on n'a pas encore cette candidature. Et du côté de l'opposition, ce n'est pas toujours, on ne sait pas si l'opposition s'est accordée sur un candidat unique. François, activateur politique, ça suscite en vous un commentaire? J'ai remarqué dans la suite de Serge Alain que les acteurs politiques, ou alors les acteurs politiciens du landerneau camerounais, ne sont pas peut-être convaincus que chaque 7 ans, il y a une élection d'envergure qui s'appelle l'élection présidentielle et qui consacre un individu face à son peuple et qui va s'asseoir au palais de Toudi. Parce que l'agitation observée depuis octobre 2018 aurait pu nous donner l'impression qu'ils veulent tirer les leçons pour ne pas être surpris par quoi que ce soit. Mais quand vous voyez le syllogisme langagier et les activités qui y sont menées, généralement, elles n'ont pas un lien direct avec les attentes des populations vis-à-vis de cette élection. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression qu'ils ne sont pas prêts. En réalité, pour qu'on soit prêt, il faut qu'on s'arrime à la loi, il faut qu'on s'arrime à la réglementation, il faut qu'on s'arrime à la Constitution, qui précise que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On a eu l'impression, par les déclarations de candidature à gauche et à droite, que tout le monde avait l'impression que la fonction présidentielle, c'est comme vendre les billets dans une boulangerie. Mais maintenant que le corps électoral vient d'être convoqué, vous vous rendrez à l'évidence que c'est un ouf de soulagement pour l'acteur majeur qui est l'électeur citoyen, parce qu'enfin la loi va départager entre ceux qui animaient, ceux qui rêvaient et ceux qui pensent être sanctionnés par le Conseil constitutionnel au moment des dépôts des candidatures. De l'autre côté aussi, on ne peut pas les blâmer parce qu'en réalité, selon la loi et le règlement, il faut bien que le Cameroun vive entre 2 élections. Donc on ne peut pas demander aux citoyens de subir à longueur de journée des meetings qui ne parlent que d'une élection. On peut donc se dire que maintenant que le corps électoral est convoqué,
on aura une plus grande lisibilité pour savoir qui était sérieux, qui n'est pas sérieux, qui est en phase, qui est en adéquation. Maître Nkou, comme citoyen, comme membre de la société civile, vous voyez comment le comportement des partis politiques? Déjà... Il est rassurant? Oui, déjà, quand j'analyse, parce que les partis politiques sont, quand le chef d'État vient de convaincre le corps électoral, et vous voyez, certains partis politiques sont prêts, certains ne sont pas prêts. Mais moi, à mon observation, je vois le parti politique le plus préparé, c'est le RDPC, parce que vous voyez, le RDPC d'abord... Mais il y a encore le débat, le débat sur la candidature. Oui, je vais parler. Vous avez suivi la presse, vous avez vu ce qui s'est dit là-dessus. Hein? C'est pour ça que je vais parler de la préparation des partis politiques. Je suis en train de vous dire, et je réintéresse, que le parti qui est prêt pour l'instant, que je vois, qu'ils sont bien structurés, c'est le RDPC. Parce que quand vous voyez, il ne s'agite pas. Les autres, parce que dans le scène politique, il y a les agitateurs politiques, il y a les animateurs qui sont là, qui agitent. Mais quand vous voyez comment le RDPC se comporte, vous voyez qu'ils sont prêts et vous voyez ils n'ont pas l'antagoniste entre eux. Ils ont un candidat que la Constitution, l'article les statuts du RDPC, dans son article 27, alinéa 3, qui dit que le président du parti est automatiquement le président à l'élection présidentielle. Et moi, je vois, ils sont prêts. Ils ont déjà préparé qu'on est déjà les présidents. Charles. Merci beaucoup, c'est vrai. S'agissant des formations politiques, dès que le corps électoral est convoqué, ils ont 10 jours. 10 jours de dépôt des candidats auprès d'Elections Cameroun, selon la loi. Elections Cameroun qui doit acheminer ces documents auprès du Conseil constitutionnel, le juge électoral irréversible. Je voudrais insister sur le mot irréversible pour que quand les décisions qui seront rendues, personne ne passe plus le temps à parler en termes de loi constitutionnellement. S'agissant maintenant d'Elections Cameroun, Non, on va revenir sur Elections Cameroun. On reste sur les partis politiques. Est-ce que pour le citoyen, cette attente-là permet de faire de bons choix plus tard? Parce que on ne sait pas qui est candidat, qui ne l'est pas. L'opposition ne nous dit pas qui est candidat. Le parti au pouvoir non plus. On reste sur les textes. On discute des textes. Les textes du parti disent ceci. Non, la Constitution dit cela. Mais de manière officielle, on n'a pas une meilleure perception de qui est candidat à cette élection. Ni Charles Ebouné, ni Séverin Alégambélé, ni François Bikoro, ni Maître Nkou, ni Serge Alain Godon, ni tous de nos téléspectateurs qui regardent cette émission ce soir a le droit et les aptitudes de qui le Conseil constitutionnel va valider comme candidat à une élection présidentielle. Vous pouvez déposer vos documents à Elections Cameroun. Vous pouvez déclarer vos candidatures comme c'est le cas maintenant. Je répète, la seule personne qui dira aux Camerounais qui il doit voter selon son choix, c'est le Conseil constitutionnel qui a le mot définitif sur la validation des candidatures. Maintenant, ce que nous observons, c'est une animation normale de la vie politique à la veille d'un scrutin crucial pour la fonction la plus emblématique, la plus importante de la nation camerounaise, la fonction du président de la République. Donc, toutes les candidatures que vous voyez, soit indépendants, soit des coalitions, soit, je ne sais pas moi, qui sont dans les rues, soit déclarées par les textes du parti comme du RDPC. Je voudrais même vous dire que même si les textes du RDPC disent que le candidat naturel, c'est le président du parti, il donne les documents, mais le Conseil constitutionnel peut dire que les documents finis ne sont pas complètes, candidature invalidée. Oui, moi, on est d'accord. Je dis, personne ne peut dire au Camerounais aujourd'hui que je serai président de la République
tant que le Conseil constitutionnel n'a pas validé sa candidature. On est d'accord. Ce qui se passe maintenant, c'est l'animation normale de la vie politique, l'information des citoyens et les intentions et la vente de leurs programmes pour que chacun essaie déjà d'avoir une idée. Et je voudrais ajouter ceci. Non, on est d'accord là-dessus, c'est le Conseil constitutionnel qui va déterminer à la fin qui sera candidat et qui ne le sera pas. On est d'accord. Oui. Mais nous nous mettons du côté du citoyen qui a un choix à faire. Est-ce que quand on dit qu'on va être président de la République, on est sérieux quand même? On ne va pas là-bas pour tout à fait. blaguer. Ce que je peux dire aux il faudrait se dévoiler un peu plus tôt. Commencer peut-être à vendre ses idées de sorte que le choix soit facile. Bon, c'est vrai. Excusez-moi, quand vous êtes intéressé par les questions liées aux citoyens comme vous et moi font partie, je conseille tous les citoyens de prendre chaque programme de chaque candidat déclaré, de regarder le contenu, pas la forme, le contenu de leurs émissions ou bien de leurs programmes qu'ils proposent. Qu'ils regardent, j'insiste sur le mot contenu, parce que dans le passé, on a investi trop, les citoyens se sont investis trop à regarder la forme des candidats sans regarder le contenu. Le contenu, c'est ce qu'ils proposent pour le bien-être de la population camerounaise. La forme, c'est la manière dont ils vont faire ça. Pour moi, franchement, la forme ne m'intéresse pas. Oui, le contenu. Sur l'attitude des formations politiques, où nous avons les acteurs majeurs de cette élection, est-ce qu'on est d'accord que ce qui se passe là est de nature à nous aider à faire de bons choix? Serge Alain, François? Difficile de... Moi, je pense que nous avons une scène politique qui vit sa vie et qui la vit de façon tout à fait intéressante. Moi, j'ai observé sur le dernier mois un certain nombre de manifestations politiques quand même assez substantielles qui ont été menées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et à l'intérieur, j'ai en mémoire, par exemple, le meeting du ministre, enfin, il était encore ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma, qui a tenu un meeting le 22 février à Garoua, qui était absolument substantiel. C'était pas un événement négligeable. Il a poursuivi par la suite à Maroua. Je me souviens aussi de bonne mémoire des manifestations que le ministre, celui qui occupe la position de ministre de la Santé publique, a organisées à Mokolo de façon assez répétitive. Il y a plein d'autres manifestations que j'ai vues. En fin du mois de mai, le secrétaire général du RDPC a été à Garoua pour l'installation de Gabriel Mbariobe comme le représentant du RDPC. Ça s'était passé un mois avant à Berthois, où Joseph Lé a été installé comme le représentant régional du RDPC. Ce sont des manifestations qui chacune ont drainé un monde absolument considérable dans les rues. Ça aussi, c'est une vie politique. Ça aussi, c'est une façon d'apprêter la population et de l'engager sur l'événement ou les événements qui arrivent, de la mettre en ordre de bataille et bien entendu de structurer les formes de discours, les formes d'interaction qui auront lieu avec cette population. Donc moi, je suis plutôt... On a également vu Joshua Oshi dans le sud-ouest à Tico, par exemple, pour le SDF. C'est exactement ce que je dis. Pour revivre... C'est exactement ce que je dis. Je dis que nous n'avons pas une vie politique qui est atone, qui est insignifiante. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et les démissions au sein du gouvernement... des partis alliés ont donné exactement. une nouvelle perspective. Mais vous estimez que tout cela relève de l'animation? Non, pas de l'animation. Ce n'est pas facile d'avoir un membre du gouvernement de démissionner de ses fonctions dans une année électorale. Je pense qu'il ne faut pas comprendre ça légèrement. Alors François, est-ce que le citoyen Souvent, est bien servi? Souvent, ça se passe auparavant. Pardon? Est-ce que le citoyen est bien servi? Je crois qu'il y a... On en parlera certainement tout à l'heure, une question d'éducation politique. Vous voyez, dans votre propos liminaire, vous parlez d'opposition. C'est un langage qui n'existe nulle part dans le corpus réglementaire et légal politique de notre pays. Donc nous-mêmes, nous procédons à embrouiller le citoyen qui ne voit pas les activités quotidiennes menées par les partis politiques, mais à qui on a dit qu'il y aura en face un représentant de l'opposition et un représentant de la majorité présidentielle. Avec la démission de 2 membres de la majorité présidentielle, le citoyen est encore plus perdu. Mais moi, je pense que si on observe la scène politique de notre pays du temps de Paul Biya, que je connais le mieux, on aurait quand même pu avoir une idée de comment les choses se passent dans notre pays. La première chose, c'est que les élections ont toujours lieu, en tout cas présidentielles. Elles ont lieu tel que la loi le prévoit.
La deuxième chose, c'est que ceux qui sont en face, qui ne sont peut-être pas représentés dans les institutions politiques par le concours du suffrage, parce que ceux qui ont les conseillers municipaux, ont les mairies, sont à l'Assemblée nationale, logiquement, le citoyen les voit au quotidien, comment ils travaillent. Il y a des partis qui sont obligés de s'organiser en conséquence quand ils sont représentés quelque part. Maintenant, il y a d'autres partis qui n'est pas représentés, soit parce qu'ils sont nés après, soit parce que volontairement, ils ont dit qu'ils n'y vont pas. Ils ont un autre type d'animation. Ceux qui ont été créés la nuit. Ils ont un autre type d'animation Cette nuit. qui fait en sorte que l'éducation politique qui voudrait que l'on suive la manière de faire les idéologies, les programmes, n'est pas toujours au top. C'est pour cela que les 10 jours qui restent vont d'abord nous permettre de savoir qui veut postuler. Réellement, ouais. Est-ce qu'ils vont faire comme on voit depuis, c'est-à-dire que les gens postulent pour le plaisir de postuler? Parce qu'il faut aussi se dire qu'une élection présidentielle, ça draine un magma médiatique qui permet à ceux qui n'ont pas un rêve présidentiel au moins d'être présents dans le magma médiatique. On en parle, ça les permet peut-être pour les élections futures d'avancer. Ça, c'est quand même coûteux. Hein. Il y a une Je ne suis pas sûr qu'aller dans un plateau de télévision pour dire que bien Moscou, écoutez. Payer 36 millions de francs de caution. Non. Si cela était le cas, on n'aurait pas vu à la dernière élection beaucoup de gens accourir. François, permettez peut-être, si je dois compléter, Séverin. Je pense que la question de Séverin renvoie à une activité qui manque dans la scène politique généralement africaine et le Cameroun en particulier. C'est-à-dire la fonction de gérer une formation politique avec une ambition de gouverner n'est pas considérée comme un métier. Heureusement, vous m'avez compris. Oui, n'est pas géré comme un métier parce que quand vous allez par exemple aux États-Unis, quand vous voulez être candidat à une élection, c'est au moins 4 ans de campagne que vous faites au quotidien parce que vous considérez que c'est une fonction importante. C'est la même chose en France. Les gens comme les Badela et tout ça, c'est-à-dire ils sont là pendant 15 ans comme une activité qui mène au quotidien. Or, les réalités économiques de nos sociétés et peut-être les ambitions limitées, parce que pour être président de la République, ça ne se prépare pas pour un jour. Il faut convaincre les populations pendant les années. L'expérience, donc, on demande souvent aux gens que vous n'avez pas l'expérience. Quand on parle souvent de l'expérience, les gens pensent simplement qu'il fallait être président avant. Non. Quand vous regardez Barack Obama, c'est une vie quotidienne politique d'au moins 20 ans. Donc, quand on parlait, il n'a pas l'expérience, c'était complètement écarté. Mais vous ne pouvez pas créer une formation politique en 2025 ou bien 2024 et vous voulez être président de la République du Cameroun en 2025. Impossible. C'est-à-dire il y a les formations politiques qui sont créées dans ces mois de juillet. Non, monsieur Macron, je ne veux pas comprendre. C'est là que se trouve la petite bête. C'est pas la petite bête. Je vais vous expliquer. Il y a les exceptions. Non, monsieur Macron n'est pas sorti ex nihilo, je ne sais pas l'expression en français. Comment utiliser de ça? Nulle part. Nulle part. Monsieur Macron, c'est quand même si ma tête est bien organisée. C'est un ancien adjoint secrétaire général de la présidence de la République. C'est un ancien ministre de l'économie. C'est un ancien ministre des Finances. Non. Et la formation politique, là, il a créé ça quand? Il a créé ça quand? Je vais occuper des positions gouvernementales. Non. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez le parcours du président, le président du RDPC, qui est le chef d'État, quand vous voyez son parcours, comme Ebonné vient de dire, il a pris son parcours. Quand vous regardez depuis 62, vous voyez son parcours, c'est un parcours de l'expérience. Avant d'être même président de la République à 82, il a eu l'expérience parce qu'il a travaillé dans les différentes administrations. Maître, on n'est pas encore en campagne électorale. Je reviens à son idée pour dire ceci. Quelqu'un ne peut pas sortir la nuit, créer un parti politique la nuit. Il faut que l'activité de la formation politique au Cameroun soit considérée comme un métier. Pour l'instant, c'est pas le marchandise qu'on vend. Et quand vous avez un bon marchandise, le marchandise, c'est quoi? C'est le programme politique. Qu'est-ce que votre programme vous présentez? Et maintenant, il y a les électeurs, les scrutateurs. Ma préoccupation, justement, c'est qu'on attend la veille d'une élection pour vendre son programme, pour se positionner. C'est là que c'est. Excusez-moi, je suis en train de parler. Quand vous voyez, moi, j'ai analysé que quand j'ai vu dans les temps, vous voyez, le seul parti que vous les voyez, ils se préparent.
avant même les temps de scrutin sur le RDPC, excusez-moi, sur le RDPC, et quand vous voyez chaque temps, ils ont les séminaires, les réunions, vous les voyez chaque temps, et ça se voit, parce qu'ils se préparent par rapport aux marchandises qui viennent, qui vont vendre. Et le marchandise pour vendre, là, c'est les scrutateurs. Non, je répète encore, la première petite bête, c'est de croire que les Camerounais sont les Français ou les Américains. Je suis d'accord. Mais vous copiez la démocratie chez eux. On ne copie pas. Vous avez copié. On ne copie pas. Vous savez le nom du gouvernement actuel qui nous gouverne, le renouveau. Non. Ça vient de New Deal. Si vous voulez parler de Les l'expression... téléspectateurs, non, je ne parle pas d'expression. Je ne parle pas d'expression. Franklin Delano Je ne Roosevelt. parle pas d'expression. Nous sommes dans une télévision que les Camerounais regardent. L'émission dure à peine 1 heure de temps. Si on prend 45 minutes pour parler des États-Unis qui ont fini dans l'élection présidentielle, on retombe dans ce que Séverin disait tout à l'heure. Quel est le sort réservé à celui qui est le maître du jeu, qui est l'électeur citoyen? Je dis qu'une activité politique s'organise d'abord pour ceux qui vont quérir le suffrage universel. Ils ont les mairies, ils ont les députés. On les voit travailler. C'est une activité politique. Le député est en situation de job. Donc vous faites allusion. Maintenant, il y en a qui ne sont pas en situation de job, qui peuvent concourir à la situation du suffrage, même en moins de 2 jours, comme Cabral Lévy en 2018. Le problème, c'est l'organisation. Tant que vous leur dites que le syllogisme langagier, c'est uniquement celui qui est en face, sans leur dire qu'à chaque début d'élection, le mot opposition et pouvoir n'existe pas. Il est sanctionné après l'élection. C'est là qu'on sait qui est l'opposition, qui est au pouvoir. Et que maintenant, on donne toutes les chances à chacun de venir présenter le programme. Mais avant le programme, comme c'était un individu qui veut être président de la République, on peut comprendre que pendant les 7 ans qui viennent de finir, les gens ont cru devoir ne parler que de leur messie, au lieu de parler de la formation politique dans laquelle ils se trouvent et qui va aider leur messie à concourir à l'expression du suffrage. Avec la convocation du corps électoral, c'est la fin des inscriptions sur les listes électorales. À l'ECAM, on est au-dessus de 8 millions d'inscrits, si je ne me trompe. Le MINAD veille à la sécurité des personnes et des biens pendant cette période cruciale. La nouvelle expression parle de la répression des voix dissidentes relancées, tandis que l'œil du Sahel précise que Aboubakar Ousmane Mey est dans le viseur du MINAD pour le délit qu'Info Matin qualifie d'appel à l'insurrection. Alors, que dire de l'ECAM, que dire du MINAD, qui sont quand même 2 entités concourant à l'organisation matérielle du scrutin? Lorsque le corps électoral est convoqué, selon les textes en vigueur, les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent automatiquement. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que la loi dit. Normalement, ça doit finir le 31 août de chaque année. Mais dans une année électorale, ou bien quand il y a une élection, lorsque le corps électoral est convoqué par le président de la République, les inscriptions s'arrêtent automatiquement. Deuxième étape au niveau d'Elections Cameroun, c'est la réception des candidatures déclarées à l'élection, à l'occurrence l'élection présidentielle de cette année. Troisième activité au niveau d'Elections Cameroun, c'est le transfert de ces candidatures au Conseil constitutionnel. Quatrième étape pour Elections Cameroun, c'est l'organisation matérielle de l'élection, c'est-à-dire la distribution des cartes d'électeurs, de s'assurer que les bureaux de vote sont bien organisés et que le matériel est arrivé à temps le jour de l'élection, ainsi de suite. Et également de communiquer toutes les informations nécessaires au public. Je vois que cette année, on a largement utilisé les nouvelles technologies. Charles, je voudrais qu'on reste sur les préparatifs. Là, vous êtes déjà à l'approche du scrutin. Est-ce que tel que vous voyez comme journaliste, le déploiement de l'ECAM, tout nous rassure qu'on aura un scrutin qui est transparent, qui va produire des résultats acceptés par tout le monde, parce que la critique, généralement, vient de là, et c'est maintenant qu'il faut préparer toutes ces choses-là. Moi, je pense que... Et l'ECAM, c'est un acteur majeur dans le processus électoral. Quand je regarde Elections Cameroun, qui est le point central de l'organisation de l'élection présidentielle, je pense que les activités menées jusqu'à l'ESI nous amènent à croire que l'ECAM va jouer son rôle statutaire, c'est-à-dire selon les textes. Parce que, Elections Cameroun a déjà réuni ses principaux acteurs, les formations politiques. Ils ont passé aux inscriptions ensemble dans les commissions mixtes où tout le monde est représenté. Deuxième chose, ils ont convié la société civile, les journalistes
les organisations non gouvernementales pour les échanges d'informations, ce qui est dans les fonctions régaliennes. Elections Cameroun a eu également les partenariats comme auparavant. Ils ont fait souvent avec les Nations Unies, avec le Commonwealth, avec la francophonie, les assises. On a eu jusqu'à le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'ambassadeur Abari, qui était ici. Ils ont tenu les réunions et voir comment on va assister à Elections Cameroun en termes de préparation de son staff technique aux endroits où on pouvait avoir les lacunes. Jusqu'à aujourd'hui, la distribution des cartes d'électeurs et les inscriptions se sont bien passées avec toutes les composantes qui devaient être selon les textes en vigueur. Allez-y, on peut dire que Elections Cameroun est en train de faire son travail. Par rapport, parce que vous savez, Elections Cameroun, c'est un organe indépendant et impartial. Parce que quand vous citez les organisations comme les Nations Unies, d'abord, Elections Cameroun est capable d'organiser sans les autres organes. Non, les textes d'Elections Cameroun, les textes, l'organisation, j'ai travaillé à Elections Cameroun à un moment dans ma vie. Les textes, excusez-moi. Excusez-moi. Le code électoral n'a pas cité les organisations internationales, les partenaires. Parce que, d'abord, Elections Cameroun, c'est un organe indépendant et un organe impartial. Ça me dit, je vais vous dire, je vais vous dire, Elections Cameroun a deux organes. Et cet organe, premièrement, il y a le conseil électoral et la direction générale des élections. Et la direction générale des élections. Et le conseil, le conseil électoral, c'est eux qui supervisent pour que les lois électorales soient respectées. Et ils sont là déjà pour assurer la transparence des élections, qu'il y a une équité. Mais l'implication des acteurs qui ne sont pas forcément camerounais, comme les Nations Unies, la francophonie, le Commonwealth, cette implication concourt à rendre notre processus électoral transparent et crédible. Oui, ils viennent comme les observateurs. Comme eux aussi, on peut mais ça pose pas de problème. Excusez-moi, je souhaite que la population camerounaise a de la bonne information. Oui. L'assistance du Commonwealth, l'assistance de la francophonie, l'assistance des Nations Unies, comme c'était en 2011, comme c'était en 2013, comme c'était en 2018, avec l'existence d'Elections Cameroun, est une assistance technique et pas organisationnelle pour nous accompagner et pas d'organisation. Je veux que les Camerounais aient cette information. Là également, et c'est réglé par les textes qui organisent Elections Cameroun. Est-ce que là également, il faut qu'on soit sûr que les choses vont se passer normalement, parce que s'il y a l'ECAM, il y a des flottements, il y a des choses qui ne vont pas dès le départ, ce sera difficile par la suite. Vous avez observé l'attitude de l'ECAM, vous vous dites, on est parti pour avoir un scrutin bien organisé. 2002, vous avez souvenance? Peut-être pas. Oui, le chef de l'État s'est réveillé un matin et a constaté que rien n'était prêt. Sauf que ce n'était pas l'ECAM. S'il te plaît. C'était honnête, c'était pas S'il te plaît, nous parlons de l'organisateur matériel des élections. Laissez François continuer. L'organisation matérielle des élections. À quel niveau la petite bête a été trouvée? Dans l'impression. Oui. Mais depuis que vous parlez là, vous ne semblez pas dire qu'il y a quelqu'un dont on doit s'assurer qu'il est arrimé à ce que l'on vous dit qu'ils sont prêts. Et c'est pour le cas de l'imprimerie nationale, qui a reçu l'exclusivité de l'impression de tout le matériel électoral. Donc quand on dit est-ce qu'on est prêt, vous regardez seulement la macro-structure, mais il y a une autre structure qui, elle est matérielle. Le président de la République savait très bien qu'Onel était comme l'ECAM. Il n'y avait pas de différence puisqu'ils ont organisé l'élection. Mais le problème, c'est qu'on avait oublié qu'il y a quelqu'un à qui on doit mettre toutes les dispositions pour qu'il soit prêt. Parce que pour avoir une élection transparente qui amène la paix et la stabilité, il ne faut pas qu'il y ait un doute sur le matériel électoral. Qui devait imprimer le matériel des élections présidentielles de 2002, législatives et municipales de 2002? Qui? Imprimerie nationale, Sopecam? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Sopecam? Nous sommes en train de dire la même chose, Charles. Okay. Sauf si tu veux remettre en cause ce que je dis. Non, parce que vous parlez maintenant de l'imprimerie nationale. Je dis, pour le moment, le chef de l'État a fait
un décret qui dit qu'il faut donner l'exclusivité du matériel, La précision de était nécessaire. de l'impression à l'imprimerie nationale. À l'époque, tirant les leçons du fait qu'un coup on va faire un Vogada, un coup on va faire un machin truc, on n'est pas sûr de la sincérité même du document qu'on a en main. Ça aussi, ça procède de la sincérité Du processus électoral. Tout à fait. Je voudrais rassurer, maître, une élection dans un pays a deux objectifs. Rassurer l'opinion nationale sur la capacité pour elle d'avoir choisi son leadership. Et à l'international, rassurer nos partenaires que cet objectif a été atteint. Parce que le président qui va être élu doit avoir les moyens nécessaires pour attraire à son programme. Mais je comprends que le fait qu'on insiste beaucoup plus sur cet aspect donne l'impression que le citoyen électeur... Non, mais c'est à toi parce que ça s'est toujours passé comme ça. C'est pas en 2025 où on a l'impression... C'est la manière de présenter. Oui, les organisations internationales ont toujours été là. C'est un intérêt qui est bon. C'est un intérêt qui est bon. Mais ce n'est pas moi qui ai installé dans l'opinion. Le fait qu'on dise que nous sommes biberonnés dans chaque activité que nous menons dans notre pays. En revanche, l'assistance, c'est un intérêt pour la communauté internationale, pour notre pays. Tout à fait. Mais ne dites pas aux gens que la question qui a été posée, est-ce que nous sommes prêts? Ne leur dites pas que nous sommes prêts parce qu'il y a une assistance. C'est une assistance qui nous est donnée chaque fois qu'on fait une élection. En revanche, il faut que les institutions qui s'occupent au premier niveau, au plan matériel, je n'ai jamais dit ça. Au plan matériel, c'est là que se trouvera la petite bête. Si on a deux bulletins de vote qui ne rassurent pas les acteurs politiques dans une urne, parce qu'ils ont été faits à 4 endroits. Ainsi de suite. Moi j'aime beaucoup le fait que François Bikoro évoque, et j'aime beaucoup sa notion en fait du vice caché. J'aime beaucoup cette notion-là parce que elle nous permet en fait d'étendre notre raisonnement aux questions qui ne sont pas que celles du MINAT et qui ne sont pas que celles des LECAM. Et une élection, c'est aussi un enjeu logistique d'établissement de toute cette matérialité-là, mais aussi de transport de ce matériel dans les différentes localités à temps. Et si nous partons de 2018, qui est le début du mandat du président, du mandat actuel jusqu'à aujourd'hui, et si on regarde simplement l'état du réseau routier, je parle du réseau routier. Le Cameroun, c'est 124 000 km de route à peu près. Donc, à peu près, on présume qu'autour de 10 000 sont bitumés, mais on sait bitumés dans quel état. Prenons simplement, au moment où nous parlons, l'état de la route Maroua-Dabanga-Kousseri, qui est quasiment impraticable. Je parle de Maroua-Dabanga. Je ne parle que de cette section-là, mais je ne parle pas des autres sections, les routes de Touroua, de Beka, les routes du sud-ouest, de l'est chez moi, etc. La situation n'est pas bonne. Donc, nous serons en octobre, au moment où nous sortirons de la zone pluvieuse. Donc, globalement, dans une séquence un peu de la vie de la nation où, sur le plan, je parle simplement de la logistique, l'acheminement du différent matériel à ces endroits-là. Le Cameroun, c'est 13 000 villages. Et il me semble bien que nous avons c'est 90 000 bureaux de vote, quelque chose de ce type, je crois. Donc, irriguer l'ensemble de ce territoire du matériel qui participe en fait de la fiabilité du vote, de sa sincérité, de la collecte maintenant des résultats pour la remontée de l'information au niveau des centres d'agrégation, ça me paraît être quelque chose qu'il faut regarder de près et qui dépasse très largement le seul enjeu ou la seule intervention du MINAT d'une part et des LECAM d'autre part. Et puis, il y a une question qui est sécuritaire. Je veux dire que ce sont quand même des défis qui, entre-temps, n'ont pas été entièrement solutionnés pour ce qui est du sud-ouest et du nord-ouest, mais pour ce qui est également de la zone de l'extrême nord. Donc, je crois que c'est un défi de constitution en fait, du corps politique, mais aussi du corps matériel, du corps physique, du corps territorial du Cameroun. Et il urge que les acteurs qui doivent aider à la célérité de tous ces processus, que sont les acteurs politiques candidats, il urge qu'ils soient sérieux dans la composition de leurs trucs, de leurs dossiers, et que les dossiers ne perdent pas le temps pour que l'ECAM et ses partenaires puissent rapidement faire le thème de référence des matériaux qui vont être faits avant de les acheminer. Les acteurs doivent rentrer en jeu pour qu'on atteigne cet objectif. Dans la démarche d'ensemble, à quelques exceptions près, on n'entend pas beaucoup
la voix des médias, de la société civile, cette phase préparatoire, parce que c'est pourtant des acteurs clés de ce processus électoral aussi. La société civile, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez la dernière minute pour dire que tel a triché, tel n'a pas triché. C'est le moment de passer par une éducation populaire. Qui sont partisans, mais les bons sociétés civiles, excusez-moi, vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas partisan, mais j'analyse la vérité. Ça se voit beaucoup et ça s'entend beaucoup. Je vais vous dire, je ne suis pas partisan. Non, ça s'entend beaucoup. Quand vous voyez la société civile, il faut que la société civile éduque la population. Mais est-ce que cela est fait? C'est fait. Il y a des gens de bonne foi, les leaders de la société civile de bonne foi. Ils éduquent la population. Il est dit, premièrement, que n'écoutez pas les discours négatifs pendant les élections, les discours de haine, les discours tribalistiques. Ils sont là pour dire non. Écoutez, votez celui, un candidat qui a les bonnes visions pour vous, les bons projets de développement. Sauf que ça ne se fait pas de manière... On ne voit pas beaucoup cette activité. À l'époque, permettez-moi de faire une étude comparative. Quand on entend la société civile parler, c'est davantage des positions rangées. Vous n'aimez pas le mot, l'opposition, ce n'est pas moi qui l'aime. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes en 2008, la société civile était extrêmement large. En 2011, c'était la même chose. 2013, c'était la même chose. 2018, c'était la même chose. Mais voici ce qui fait la différence en 2025. Pourquoi nous n'attendons plus trop les voix de la société civile? Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu que je parle de la conjoncture internationale. Aujourd'hui, 80% des pays où les financements de la société civile camerounaise venaient, ces pays sont gouvernés. C'est même pas fermé. Ces pays sont gouvernés par les gouvernements qui ne croient pas à d'investissement dans ces choses-là. Permettez-moi. Donc, comme on a coupé vos financements eux-mêmes, vous ne parlez donc plus. À l'époque, vous attendez qu'on a donné quelqu'un 600 millions pour faire la sensibilisation des élections. Je n'ai pas besoin d'appeler les noms des gens. Mais comme je prends le cas de l'Union européenne, par exemple, quand vous prenez l'Union européenne, presque tous les pays de l'Union européenne sont gouvernés par le gouvernement de droite qui ne croient plus au financement extérieur. Vous partez aux États-Unis, Donald Trump a tout coupé, donc vous ne pouvez plus trop parler parce que le financement ne vient plus. Vous constatez. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, ce qui reste maintenant, c'est les sociétés civiles camerounaises ou bien camerounais qui, à un moment, géraient les choses indépendamment. Donc, mais comme ils ne sont pas donc nombreux, et beaucoup d'entre eux n'intervenaient pas dans les dossiers électoraux, donc les voix sont un peu diminuées. C'est cette conjoncture internationale qui a un impact sur l'activité de la société civile. Qu'à cela ne tienne, la société civile camerounaise, ou bien société civile camerounaise, continue à faire un travail salutaire dans l'éducation, la formation et la sensibilisation des masses. On peut critiquer leur travail, je ne fais pas partie des gens qui peuvent critiquer leur travail. Ajouter ce qui vient de parler. Vous savez, il y a les sociétés civiles au Cameroun qui ont les mauvaises intentions. Ceux qui ont les bonnes intentions, c'est ceux-là. Parce que mauvaises intentions, c'est quoi? Quand ils prennent peut-être les organisations internationales qui viennent de dire qu'ils sortaient des autres pays, ils prenaient ça, ces fonds-là, pour faire les trucs personnels, pour combattre les gains personnels. Mais c'est pour ça que les gens qui donnaient ces financements ont arrêté, parce qu'ils ont vu que ce n'était pas pour l'intérêt, c'était pas pour l'intérêt général. Chacun prenait ça pour les propres. Les gens prenaient ça pour sponsoriser, pour déstabiliser le pays. Les autres prenaient ça pour discréditer le travail de l'État. Et l'État fait des enquêtes. C'est pour ça qu'il y a le MINAT a interdit certaines associations qui se disaient membres de la société civile. Donc ils ne respectaient pas l'éthique. On ne refait pas la pluie, parce que si on refait la pluie, les gens ne vont se laver que quand il pleut. Entendons-nous d'abord par ce que vous appelez société civile. Vous disiez tout à l'heure que nous recopions. Nous recopions.
qu'est-ce qu'on appelle société civile? Moi, je parle plutôt de société civilement politique. La société civile a-t-elle pour rôle de combattre un camp contre un autre? Elle a-t-elle pour rôle de traduire les velléités des candidatures ou de quoi que ce soit? La société civile peut simplement s'arrêter à son rôle, celui de vigie, d'aider les acteurs concernés à conduire eux-mêmes le processus. Mais quand on a des sociétés civiles entre les deux élections, qui ont des langages difficiles à cerner s'ils sont civils ou s'ils sont politiques. Moi, le type de... Et puis, je suis scandalisé. C'est lui qui nous disait tout à l'heure qu'il ne veut pas que les institutions internationales, on n'est pas confondre avec les ONG, n'influencent pas notre processus. Et j'apprends ici que le silence subi de ces organisations civilement politiques est dû au fait qu'ils sont de connivence. Et là, c'est à titre privé. Mais c'est établi. Voilà. C'est une question. Alors, je parlais de la société civile, on connaît quand même, François, les organisations qui sont impliquées. Chaque fois qu'il y a une élection au Cameroun, on met tout ça dans le cadre de la société civile. Il y en a qui sont bien structurées et qui apportent Moi, je vois ici société civile, les organisations religieuses, les associations. Maintenant, les médias, parce que je parlais de la société civile, vous semblez éviter les médias? Non, en dehors peut-être de la période d'animation politique, comme disait tout à l'heure Charles, oui, les médias rendent compte de l'activité au quotidien, de ce qui se passe, on lit bien dans les journaux. Est-ce que c'est là aussi son rôle unique? Bon, d'abord, il faut comprendre qu'il y a un mouvement de tectonique qui est extrêmement important, qui est en train de travailler les médias depuis maintenant une dizaine d'années et de façon accélérée depuis 4 ou 5 ans. C'est le basculement de l'ensemble de la communauté de savoir, enfin tout au moins des gens qui sont en demande de savoir, vers de nouveaux supports, vers de nouveaux écosystèmes d'information, en particulier le numérique, le digital. Donc, il y a d'une part un grand rajeunissement de la population de gens qui recherchent de l'information et aujourd'hui un éparpillement vers de nouveaux... Donc, ce qu'on entend par médias aujourd'hui est aussi mis au défi de cette élection, c'est-à-dire que les médias dits traditionnels sont aujourd'hui largement malmenés, ne sont plus considérés par qui que ce soit, et c'est-à-dire que leur couleur éditoriale n'apparaît plus fondamentalement dans le paysage. Vous avez aujourd'hui une désaffection qui est extrêmement importante des lieux d'agrégation avec lesquels nous avons grandi. Nous avons grandi avec le référentiel du 20h ou du 20h30 comme un moment important de la journée où on allait à la quête pour savoir ce qui se passait dans le pays. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Je veux dire, vous avez aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes de moins de 25 ans, prenons cette tranche-là, ça fait au moins 2 ans que 95% d'entre eux ne se sont pas assis devant un seul des journaux camerounais. C'est-à-dire qu'aucune des tranches d'informations proposées par les chaînes. Donc, c'est aussi un moment qui est critique pour ces médias-là d'affronter cette réalité et de se questionner par rapport à l'offre éditoriale qu'ils proposent. Bon, maintenant, les médias, en tant que tels, évidemment, comme nous sommes assez prisonniers souvent de nos traditions, nous avons des pratiques qui sont très anciennes et les gens continuent de pratiquer les métiers et de se lier au public exactement avec les technologies qu'ils avaient il y a 30 ans. Donc, nous avons évidemment ces médias-là qui vont aller avec leur quincaillerie vers les mêmes meetings, qui vont les relayer exactement sur les mêmes habitudes, sans savoir qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui, sur les systèmes digitaux, en mobilisant des moyens qui sont beaucoup plus réduits, en fractionnant leur contenu, sont en mesure d'atteindre des cibles de manière beaucoup plus importante. Il faudrait bien changer de registre parce que à la fin du processus, on devrait attendre les médias. Et on y viendra tout à l'heure. C'est-à-dire que précisément la question de l'intelligence artificielle, vous avez aujourd'hui toute une série de techniques et de technologies qui permettent en fait d'agréger le contenu, de le mettre en relief, de le diffuser, de l'épandre de façon extrêmement rapide. Et je dis encore, malgré quelques-unes des formations qui ont eu lieu ici et là par l'UNESCO et par d'autres institutions, vous avez un retard qui est absolument dramatique en fait du corpus. Moi, je crois que les médias se sont accommodés de la proximité avec l'imposture et l'hypocrisie. Médias dits traditionnels. J'ai fait une remarque depuis 2018 pour éduquer la masse critique de notre pays. Vous avez créé de nouveaux acteurs qu'on appelle représentants des partis politiques. Des gens qui n'ont aucune consistance, à qui on demande depuis 7 ans à dire la même chose.
Ils font peur aux citoyens quand ils n'ont pas d'argument ou d'argumentaire. Et le citoyen est obligé d'aller dans ce qui lui est plus proche, soit les groupes de danse traditionnels, les balles de nuit, surtout pour les jeunes. Parce que dès que tu ouvres ton téléviseur, dans l'environnement que tu as décrit tout à l'heure, on se serait attendu qu'au moins les prime-time fassent tout pour qu'on récupère cette masse qu'on a perdue. Mais si les prime-time ont un bonhomme qui, depuis 2018, est assis dans une télévision au même endroit, il est représentant d'un parti politique et il répond à 6000 questions différentes sans avoir une qualification nécessaire, ça devient un problème. Moi, je crois que c'est un réel problème. La deuxième chose, il faut quand même reconnaître que l'un des rares pans de notre société qui est resté debout, malgré l'adversité, ce sont les médias. Tout à fait. Et je n'ai pas toujours l'impression que quand on veut régler ce problème, quand on veut régler ce pays, quand on va avancer avec ce pays, on met les médias au centre du village, avant, pendant et après. Est-ce que les moyens que l'on met goulûment à la disposition des autres acteurs politiques, institutionnels ou partis politiques, est-ce qu'on peut faire le pari, au moins pour cette année, qu'on essaie d'introduire les médias dans la mise à disposition des moyens qui leur permet de travailler? 30 secondes, Séverin. Moi, je pense que le défi des médias pour l'élection présidentielle ou bien le processus électoral en 2025 au Cameroun, il me semble, est simplement sur une seule expression, le défi de la bonne information, quel que soit dans l'espace cybernétique, quel que soit dans la radio ou bien la télévision ou bien la presse écrite. Je pense que nous avons un travail énorme à faire. L'information qu'on doit donner aux populations doit être l'information crédible et bonne et correcte. Malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant à cause des émotions qui sont devenues dominantes dans l'environnement actuel. Et je propose pour les professionnels des médias que nous rentrons dans ce que Christian Wange m'avait dit un jour, ancien journaliste de regrettée mémoire. Il faut toujours savoir le principe du contact et la distance. Votre directeur général, Charles Ndongo, m'avait aussi dit qu'un journaliste, parce qu'il m'a dit on ne dit pas bon journaliste, on est journaliste. C'est celui qui a un bon carnet d'adresse et qui a l'amour pour son pays. Est-ce qu'on peut donc, comme on l'avait vu en son temps, ça a déjà eu dans ce pays, que l'État prenne celui de mettre à disposition des acteurs politiques qui auront été retenus un certain nombre de professionnels pour qu'ils restent dans le canon professionnel. On l'a vu à l'époque avec l'Arben Bida qui était avec le candidat de l'UNDP, je peux citer plusieurs comme ça, qui rendaient compte uniquement de ce qu'il a vu et entendu. Mais si on laisse les médias être à la disposition des acteurs politiques avec leurs moyens, je suis retrouvant l'environnement que tu viens de décrire tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortira. François, cela intervient, c'est une proposition. Cela intervient beaucoup plus pendant la campagne électorale. Je parle de la campagne électorale. Moi, j'ai dit, pendant cette période préélectorale, il faut que nous donnons, je n'ai pas dit bon journaliste, j'ai dit bonne information. Et j'ai fini par l'expression de le contact et le distance. Il faut que les journalistes maintiennent les contacts avec tous les acteurs, mais en même temps prendre distance des positions politiques. C'est ça que je parle. J'ai deux mots à ajouter. Oui, absolument. Vous savez, l'information est comme un bombe atomique. Que quand vous reliez une mauvaise information, ça cause les problèmes. Donc, je suis en train d'exhorter les hommes des médias d'être patriotiques, de relier la bonne information et de ne pas causer un zigzag pour causer les problèmes après et avant les élections. Donc, parce que le problème, ce n'est pas l'information. L'information peut être vraie. Les médias travaillent sur les faits. Oui, les faits leur donnent cette possibilité. Vous n'allez pas demander à ces médias de changer. À l'éthique de la communication, il y a certaines informations que quand vous donnez, ça augmente le feu. Ce n'est pas tout information. Si un candidat est mort pendant la période électorale, vous n'allez pas nous dire de ne pas dire qu'il est mort. Non, on va dire. Il est mort, mais il y a des informations. Ce métier a des canons. Pourquoi qu'on confond beaucoup de choses? Non, vous savez, excusez-moi, il y a quelque chose qu'on a développé dans ce pays et qui est extrêmement dangereux. On a pris les gens qui n'ont les compétences sur certains sujets,
pour les mettre à l'espace public et on les consomme matin, midi, soir. 1. 2. On a pris les gens qui ne savent rien. J'ai réduit le mot journalisme, je n'ai pas dit communication, qui n'en savent rien pour présenter comme les meilleurs. Et je suis désolé, ces mêmes gens qui nous gouvernent, qui nous demandent de donner la bonne information, les bons journalistes qui donnent les bonnes informations, ce n'est pas eux qui donnent les prix et les médailles. Alors, je Charles, vous rappelle ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement ici. Merci Charles. On va vous libérer. Il est difficile que les représentants des médias disent quelque chose de dangereux en ce qui concerne leur métier. On va libérer Charles qui est appelé à faire autre chose, le temps d'accueillir un autre invité pour la suite du programme. Mais avant de partir, Charles, je rappelle qu'au sujet de la présidentielle, on a beaucoup évoqué cette semaine les concertations menées au Palais de l'Unité par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Eh bien, on va réécouter quelques avis, des avis des membres des délégations, avis recueillis au sortir de ces assises, je le rappelle, à huis clos. J'ai cherché en réalité d'une confirmation, c'est que le président Paul Biya sera bien le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Ce que nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction, car pour nous, du RDPC, nous attendions cette confirmation depuis très longtemps. Nous partons donc d'ici très rassurés. Nous avons ressorti, n'est-ce pas, la fidélité de la région du littoral à la personne du chef de l'État. Nous partons très sereins et nous sommes convaincus que le littoral sera l'une des régions qui apportera une victoire certaine, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle. Nous repartons de cette rencontre rassurés, d'abord parce que le chef de l'État nous a transmis le message de sa décision de répondre à l'appel des militants du parti et même de toutes les autres populations de notre pays. Cet appel relatif à sa candidature à l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Et nous avons reçu de monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, des directives pour nous préparer à investir le terrain de la campagne électorale pour une victoire sans moindre contestation, une victoire totale de notre candidat. Le centre est mobilisé derrière le président Paul Biya qui sera candidat à l'élection présidentielle. Le centre a bien assimilé les instructions venant du candidat qui nous ont été fidèlement transmises par le secrétaire général et nous sommes déjà au travail. Nous allons accélérer. La deuxième édition des concertations nationales sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle CONIA, au Cameroun, s'est tenue cette semaine au Palais des Congrès de Yaoundé. À lire le journal Émergence dans sa parution du jeudi 10 juillet. Dans ce cadre, on a posé les bases du développement d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et pour le quotidien Le Jour, les recommandations des CONIA 2025 seront une boussole pour mieux appliquer la stratégie nationale de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le sous-directeur en charge des télécommunications et des TIC au ministère des Postes et Télécommunications nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Séverin, je vous remercie d'avoir invité le ministère des Postes et Télécommunications pour parler de cette importante activité liée à l'intelligence artificielle et son développement dans notre pays. Vous direz merci à Madame le ministre qui a bien voulu vous libérer pour cette cause-là. Ce cadre d'échange voulu inclusif, interdisciplinaire et participatif pour asseoir les bases d'un écosystème national souverain, performant et éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce cadre a-t-il débouché sur des résultats concrets, sur des choses que l'on peut toucher à la main? Effectivement, Séverin, les concertations nationales qui se sont déroulées au Palais des Congrès, comme vous le dites, ont abouti effectivement à des résultats concrets et palpables.
Il faut dire que cette deuxième édition n'était pas un simple forum symbolique. Elle est l'ultime étape d'un processus structuré qui avait commencé en 2024 avec des premières concertations sur l'intelligence artificielle au Cameroun. Et au cours de ces premières concertations, il avait été recommandé de mettre en place une stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle dans notre pays. Et de manière concrète, aux concertations nationales de 2025, au Palais des Congrès, il était question de présenter la première version préliminaire de ce document stratégique, le soumettre à l'analyse, à la critique de toutes les parties prenantes qui ont été invitées, pour que nous ayons un document consensuel, un document qui est bâti sur une appropriation nationale. Et nous pouvons dire effectivement qu'en termes d'output, nous sommes satisfaits des résultats de ces dernières concertations et je peux dire que les débats sont terminés, place maintenant à l'action. Alors, pendant qu'on réfléchit sur la stratégie nationale, il y a eu quand même des choses pas bien, il y a eu des déviances, il y a eu des écarts de comportement. Je l'ai lu à la une du bi-hebdomadaire Les défis actuels de François Bambou. Jeudi dernier, et je cite, Afriland First Bank dément toute implication dans une fausse vidéo virale en circulation. En effet, d'après ce journal, une vidéo frauduleuse utilisant l'image du fondateur d'Afriland Bank circule actuellement sur les réseaux sociaux et l'institution bancaire dénonce une tentative d'escroquerie basée sur un deepfake et met en garde le public contre les risques liés à ce type de manipulation numérique. Ce fait qui n'est pas anodin est quand même inquiétant dans notre contexte. Le Cameroun veut se saisir des opportunités offertes par l'IA, tout en encadrant ses usages de manière éthique, inclusive et souveraine. Mais la stratégie n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'on fait pour les écarts de l'endroit? Il y a beaucoup de startups qui sont créées, les jeunes sont là-dedans. Maintenant, même à la maison, un enfant a voulu donner un exercice à régler. Il entre dans son téléphone, il pose la question à l'intelligence artificielle. Il a la solution. Est-ce que c'est cela l'intelligence artificielle? François, vous regardez cette affaire, ça ne vous fait pas peur? Moi, je n'ai pas peur de la pluie ni de la saison sèche. Si je me suis déjà mis dans la tête qu'il existe la pluie, il existe la saison sèche. C'est là que se trouve la problématique. Nous allons toujours vers les autres, comme si nous sommes forcés par leur course, alors que nous devons courir en fonction de ce dont nous sommes. J'ai vu les grandes résolutions qui ont été proclamées à l'issue de cette... J'ai même appris qu'on veut être le hub africain de l'intelligence artificielle. Ce qui suppose que le système éducatif doit se revoir. Parce que pour les gens hors du système de ceux qui ont créé ces intelligences, notre manière de juger la capacité de quelqu'un reste encore empirique. Un enfant est intelligent parce qu'il a la capacité de rendre ce qu'il a appris lorsqu'on lui pose une question. Mais si l'enfant commence à être intelligent dans sa capacité à comprendre le système qui est dans son téléphone, il y a un réel souci pour la maturation de notre économie de demain. On ne saura plus, par rapport aux thèmes de référence qui nous sont donnés par nos émergences, qui a fait quoi, qui sait faire quoi. Ça veut dire donc que c'est déjà une bonne chose que le Cameroun se soit assis pour réfléchir dans ce sens. Nous allons l'y aider, mais il faut penser que le système éducatif camerounais et africain n'est pas encore tout à fait prêt. Il faut y travailler. Maintenant, il faut beaucoup communiquer sur les interférences négatives. Ce matin, avant de venir ici, j'ai appris que le président américain a dit qu'il insultait les opposants togolais qui étaient en train de marcher. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas lui. On a même vu le président malien, je crois malien, le capitaine Traoré, qui est très présent dans le subconscient des jeunesses émergentes africaines. On lui a accolé quelque chose que lui n'a jamais dit. Il faut donc d'abord travailler à ce que les supports de formatage de l'éducation de nos enfants soient adaptés, soient en adéquation. Si c'est le que nous, on continue de travailler sur le livre, sur le maître qui écrit au tableau, qui tape l'enfant, alors qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on n'a pas besoin de connaître Molière ou autre, on va dans son ordinateur, on tape. La troisième chose, je viens de demander à l'intelligence artificielle tout à l'heure, qui est François Bikoro. Il a dit que c'est un très grand footballeur africain qui a gagné, il ne faut pas rire, c'est important, qui a gagné beaucoup de compétitions, qui a une place importante dans le championnat camerounais de football. Moi, je croyais que ça concernait plutôt Roger Mila et Samuel Eto'o-Fils. Donc, il faut aussi que l'on mette nos enfants en leur disant il vaut mieux
qu'il y ait une transition doucereuse entre le système de formatage que nous avons mis, qui marche encore pour le moment parce que nous sommes encore dans des environnements primitifs, et le saut qu'ils doivent faire. Ce saut a deux choses, il est dans le vide. Si on n'est pas préparé, il ne faut pas y aller. Et je veux aussi augmenter, vous savez, l'intelligence artificielle est très important. Mais il ne faut pas que les gens utilisent négativement. Et je veux vous dire aussi d'adapter au contexte camerounais. Parce que quand vous voyez l'intelligence artificielle, c'est une façon de coloniser encore les Africains ou les Camerounais. Donc je vous exhorte de développer une intelligence artificielle camerounaise. Cela a été pris en compte. Voilà. Et je voulais quand même revenir. Toutes ces interventions sont très importantes parce qu'elles démontrent à suffisance que c'est une problématique très importante qu'il faut prendre au sérieux. C'est pour cela que les concertations avaient pour maître mot la souveraineté. Revenons un peu sur le cas des deepfakes. Il est question en fait d'une vidéo qui a été générée de manière artificielle et qui a utilisé l'image et la voix de ce directeur général à des fins frauduleuses. C'est un fait. Il faut aussi dire, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, c'est que ces concertations avaient effectivement pour objectif d'asseoir une stratégie pour le contexte camerounais, avec les réalités qui sont camerounaises. Vous savez, l'intelligence artificielle est nourrie par les données. Si vous n'avez pas des données structurées, si vous n'avez pas des données de qualité... Non, j'en viens. Il y a la technologie, il y a la structuration. Ces données, elles doivent être produites par nous. Vous avez parlé vous avez tapé sur l'intelligence François Bikoro, et on vous donne une information qui n'est pas la vôtre. Tout simplement parce que l'information sur le véritable François Bikoro n'existe pas. Il faut donc aller la chercher, il faut la structurer, il faut la stocker. Et l'un des objectifs principaux de cette stratégie, c'est effectivement mettre en place une loi sur l'intelligence artificielle, mettre en place une autorité de l'intelligence artificielle qui va effectivement vérifier la sensibilité de ces algorithmes et la conformité technique qui doivent nous permettre d'avoir un document stratégique. Je voudrais dire que tout cela a été effectivement pensé, réfléchi, critiqué au sein de ces concertations, et nous sommes sûrs aujourd'hui que l'adoption future de ce document permettrait d'avoir une intelligence artificielle souveraine. Comme j'ai le technicien devant nous, le spécialiste, est-ce que l'intelligence artificielle a un lien avec Internet ? L'intelligence artificielle, c'est quoi? Peut-être qu'il fallait devenir aux fondamentaux. Je réponds directement. L'intelligence artificielle a un lien avec Internet. Très bien. Ça veut dire donc que l'Internet que nous avons accueilli ici, il y a cela une vingtaine d'années, va simplement transporter tous les produits d'excavation nauséeuse et nauséabonde pour venir retrouver un pays qui n'était pas prêt à accueillir la deuxième phase de l'intelligence. C'est pas aujourd'hui que la transformation numérique. C'est pas aujourd'hui que la transformation numérique a commencé dans notre pays. Elle a commencé bien avant avec le document stratégique sur la... On s'accorde à dire qu'il existe un terreau fertile pour faire de l'intelligence artificielle un levier de développement inclusif et un vecteur de compétitivité stratégique. Faire de l'intelligence artificielle un outil d'amélioration de la gouvernance, de modernisation des services, de rationalisation de la dépense publique et de renforcement de l'efficacité de l'action de l'État. Et pour cela, il faut bâtir collectivement une vision commune et inclusive de l'IA pour le Cameroun. Je crois que c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Le directeur prendra peut-être la parole en dernier. Je fais des propositions, parce qu'il paraît que c'est le même Cameroun que nous avons depuis que les Blancs nous envoient toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut capter les gens qui sont déjà prêts. Les jeunes ingénieurs, les jeunes cadres qui sont dans l'administration publique, mettre dans leur matrice un certain nombre d'informations qui font que quand on leur cote un dossier, que la célérité soit au rendez-vous. Mais en leur rappelant que l'ordinateur, c'est quelqu'un qui a mis les données à l'intérieur, il faut qu'il fasse une jonction entre ce qu'il a appris comme savoir savant, l'administration qu'il a apprise, et le fait que l'ordinateur lui permet simplement de répondre facilement, afin que le développement dont on a besoin soit conjoncturé par le fait que si quelqu'un va en retraite demain et qu'on te coûte un dossier, que tu ne perds pas 3 mois à faire un dossier. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup travailler. Mais si vous faites le tout pour le tout, ça sera un peu difficile. Une petite pique simplement, travailler beaucoup avec les agents électoraux, avec les responsables de communication politique, pour qu'à l'issue
de cette élection, donc, quand on vient d'appeler, que les Camerounais voient les Camerounais, pas les gens que l'intelligence artificielle va les voir. C'est dommage que vous m'avez dit que vous n'êtes pas encore mis, mais allez à l'antique, allez à tous les... sous tutelle du Mine-Postel. Hein. Oui, pour nous permettre à ce qu'on a vécu ailleurs, qu'on ne le vive pas ici. Mais au niveau de l'éducation, vous avez dit c'est 2040, je vous fais confiance si je suis encore vivant. Merci. Maître Ngou, comment arriver à une vision commune, celle qui peut satisfaire tout le monde au Cameroun? Pour moi, je veux que tous les données pendant les élections, tous les données éducatives, tous les données hospitalières, je veux qu'on crée un données informatique. Que, par exemple, si quelqu'un a un problème, par exemple, on lui a arrêté de vol, il faut que toutes les informations de la personne sortent. Il faut qu'on personnalise, on met toutes les données dans le système informatique. Ça va rendre le travail du Cameroun facile. C'est ce que j'ai dit au directeur pour qu'il mette ça en action. Serge, vous avez relevé un ensemble de choses qui, à votre avis, ne nous font pas avancer. Le directeur a apporté certainement des solutions, mais il faut avancer tout de même. Comment tirer avantage de cet outil? Le Cameroun et le pouvoir politique qui prendra la direction du pays en octobre prochain doit faire des enjeux de l'économie de l'Internet des questions qui sont fondamentales. Entre 2010 et 2025 aujourd'hui, le président de la République du Cameroun s'est exprimé 7 fois dans ses discours à la nation sur les questions qui sont liées à l'informatique, à la digitalisation, au numérique, etc. 7 fois. 3 fois sur des discours à la jeunesse, 2 fois sur des discours de fin d'année. Donc il faut en faire une question qui est centrale, parce que la question de rechercher de la productivité, gagner de la productivité, augmenter sa production, mais aussi stabiliser les normes et les procédures, c'est une question qui est essentielle. Et il faut bien emboîter au plan conceptuel les éléments dont on parle. Si nous avons pour direction de dire nous voulons moderniser le pays et moderniser l'État, d'abord on fait un audit des programmes de modernisation qui ont été mis sur pied depuis sur les 20 dernières années. Nous avons globalement 5 programmes. Nous avons le programme de e-government. Il y a ce programme, un programme fondamental qui est adossé dans les services du Premier ministre. On avait le programme CIGIPES là, qui vient d'être muté en aigle avec on va dire la structuration de la solde et de la gestion des ressources humaines de l'État. Donc ça, c'était un programme. On avait le programme d'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, le PASC, c'est un nom un peu compliqué. Il y a le PINOREC et puis il y a ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Donc, l'ensemble de ces programmes faisait partie d'une matrice qui a été domiciliée dans le corps de l'État en 2010 sur tout ce programme qu'on a appelé Vision et Émergence. Parce que émergent, vous ne pouvez pas construire et structurer un programme d'émergence si la matrice, la colonne vertébrale du pays, qui est l'État, qui irrigue l'ensemble des ressources, qui irrigue l'ensemble des procédures, n'est pas établie sur une idée de modernisation. Donc, si vous comparez ces 5 grands programmes, tous, la substance de ça, c'est la modernisation par l'outil informatique. Donc, aujourd'hui, c'est un point qu'il faut remettre au centre parce que malheureusement, nous ne pouvons obtenir aucune amélioration fondamentale du fonctionnement de l'État et de la qualité de restitution du bien public, de construction du bien public et d'amélioration des interactions avec le public si à la base, la question, l'économie de l'Internet, les outils de l'Internet, la réflexion autour de l'Internet, les stratégies autour de l'Internet ne sont pas remises au centre du jeu et faites comme une priorité. Sévérin, je disais, je fais mienne déjà tout ce qui a été fait comme proposition. Serge a parlé tout à l'heure d'économie du savoir. Aujourd'hui, je vais ajouter l'économie de la donnée autour de tout ce besoin de restructuration. Je voudrais également dire que les choses ont été faites. Il y a une volonté politique qui l'a relevé, les discours du chef de l'État, de l'économie numérique. Il y a également un point qu'on n'a pas soulevé. Il faut aller financer tout ça. Il faut aller financer toute cette restructuration, toute chose qui nous semble assez compliquée en raison, n'est-ce pas, de la conjoncture. Ce que nous disons, c'est que nous faisons avec les moyens qui sont disponibles et les indicateurs sont là. Mais vous allez voir une statistique de la Banque mondiale fait état d'un financement de moins de 1% pour ce qui est de l'économie numérique, pour ce qui est de ses activités. Ailleurs, l'économie numérique, l'économie du savoir, l'économie de la donnée se finance. Et
Vous verrez que dans le plan ou bien dans la stratégie que nous voulons mettre en place, il y a un volet très important du financement sans lequel, il faut le dire sans embâche, nous ne pouvons rien faire. C'est dire que des actions sont menées, mais il faut également mettre du mien, la volonté politique, les programmes de restructuration et également mettre tout le monde dans une coalition qui nous permette aujourd'hui d'atteindre les résultats pour que cette économie du savoir, cette économie de la donnée, cette transformation numérique tant voulue par le chef de l'État soit effective au bénéfice de tous les citoyens. Merci à vous, merci pour votre participation à cet échange citoyen sur Scène de Presse, cette édition qui prend fin. Nous allons dire merci à Nathan Kaweb qui est d'abord qui est avec nous, qui nous permet d'avoir les images, le signal à la maison. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder et un bon week-end à vous. Bon début de semaine également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsque quelqu'un se met en marge, est-ce qu'il y a donc une machine qui accompagne votre stratégie nationale, l'antique et autres, François, je suis d'accord avec vous. De rentrer dans des choses compliquées. Ne mettons pas le directeur au tribunal. Hein. Voilà. Non, je lui donne les informations. Parce que ce que vous dites là est bien grave. La stratégie, pensez à quelque chose. Alors, tout en répondant à ces préoccupations, monsieur le directeur, je voulais répondre à cette préoccupation. Et la question que vous avez posée est pertinente. Est-ce qu'il y a une machine aujourd'hui disponible au Cameroun qui permet de couper? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une machine ou un appareil qui permet, n'est-ce pas, de couper lorsqu'on a une mauvaise information? Ce qui se passe, c'est que où vous avez tapé votre question, ce n'est pas une intelligence artificielle camerounaise. Elle ne peut donc que vous produire quelque chose qui vient d'ailleurs. Vous n'allez donc pas nous refuser à tous les Camerounais, à toutes les parties prenantes, respecter quand même ces concertations qui ont eu l'adoption de tout le monde. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moi, je les félicite. Vous verrez. Qu'est-ce qui est fait? Je les attends seulement à la proclamation des résultats. Exactement. Qu'est-ce qui est fait? Quand on va proclamer ce qui est fait, président de la République, de s'asseoir et de dire, corriger. Comme Serge l'a dit, voilà nos tares. Voilà nos problèmes. Il faut d'abord les régler. Directeur, après, ne partons pas sur l'idée qu'il faut une intelligence artificielle camerounaise. Il en faut. Rien dire, je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est ça la souveraineté. Non, mais souveraineté, ça ne veut rien dire. Non, c'est mal connaître en fait ce domaine. Et c'est l'expert qui vous parle, Serge. C'est l'expert et le sous-directeur de la réglementation des télécoms et des TIC. Donc je parle avec autorité sur des questions, n'est-ce pas, qui sont essentielles et qui sont mon daily base, n'est-ce pas, en termes de travail. Vous n'allez pas nous refuser le droit de nous asseoir et de dire, mais ce qui vient là, comment est-ce qu'on va adresser ça? C'est pour cela que, entre autres des recommandations, on a dit la vision 2040 de la stratégie de l'intelligence artificielle vise à former 60 000 talents. Et c'était ma préoccupation première. C'est-à-dire que est-ce que la formation est prise en compte? J'en viens, 60 000 talents d'ici 2040, à mettre en place des centres d'excellence, à mettre en place une autorité de l'intelligence artificielle qui va effectivement dire oui, ces données qui viennent et qui sont erronées ne sont pas du Cameroun. C'est pour cela qu'il faut l'autorité. C'est pour ça qu'il y a la régulation. Et c'est ce qui sera défini dans la stratégie et mise en œuvre, n'est-ce pas, lorsque le gouvernement l'aura adopté. Peut-être parce que moi je parle avec cette sensibilité universitaire, mais c'est vrai, il y a une masse... De dire qu'on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle camerounaise me semble un peu être un peu trop fataliste. Et puis, je crois ça ne me semble pas être très important. Non, ne lui donnez pas des mots. Il est docteur. Comme l'ordinateur a été créé par les autres. Il est docteur. Comme Internet a été créé par les autres. Comment on fait pour que nous soyons en adéquation par rapport à l'environnement psychosomatique des Camerounais? C'est la stratégie bâtie sur 7 piliers. La gouvernance, la régulation, la formation, la sensibilisation. On va avancer. Pour dire à monsieur le directeur, c'est que nous tous en parlé ici. Il faut que vous,
vous cherchez une intelligence artificielle qui adapte dans la société camerounaise. C'est ça pour ça que je suis en train de dire qu'il dit qu'on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle. Quand vous mettez tel, ils font une information diffamatoire. Sur la base, mais l'une des recommandations, c'est d'avoir une intelligence artificielle camerounaise. Adapté, lui, il préfère le mot adapté. Oui, camerounais, qui reprend la diversité multiculturelle de notre pays. Vous n'allez pas nous refuser cela. Le programme national de facilitation du transport aérien consacre la CCAA, l'autorité aéronautique du Cameroun, comme étant l'organe national compétent en matière de facilitation. Nous avons appris cela cette semaine à l'occasion de la première session ordinaire du Comité national de la sûreté de l'aviation civile qui s'est tenue à Yaoundé sous la présence du ministre des Transports. Et lors des travaux, il a été justement rappelé que ce programme, approuvé et rendu exécutoire le 2 mai 2025 par un décret du président de la République, contient un ensemble de mesures destinées à optimiser les processus de contrôle aux frontières. Serge, quand vous allez dans les aéroports camerounais, il faut savoir que c'est des portes d'entrée, c'est des vitrines qui doivent offrir une certaine visibilité. Et on a parlé de tout cela. Nous allons regarder le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalébibé sur cette question. Ce programme constitue une réforme structurante et ambitieuse. Jusqu'à présent, nos efforts en matière de facilitation étaient souvent menés de façon isolée ou sectorielle, sans véritable coordination institutionnelle. Chaque administration intervenait selon ses missions propres, avec des approches parfois divergentes, entraînant des inefficacités notables. L'adoption du programme national de facilitation du transport aérien change fondamentalement cette dynamique. Il nous offre désormais un cadre stratégique intégré, harmonisé avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et fédérateur de toutes les parties prenantes du secteur. Il faut accélérer le traitement des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage, des bagages, du fret dans les aéroports camerounais ouverts à la circulation en public. Et il y a des actions qui sont menées dans ce sens-là. Nous allons regarder Madame le directeur général de la CCAA. Nous avons fait d'énormes progrès. Vous nous suivez depuis un certain nombre d'années en matière de sûreté, c'est-à-dire en matière des barrières que l'aviation civile elle-même met pour lutter contre les actes illicites. Mais ces progrès peuvent être compromis s'il n'y a pas une discipline aussi de ceux qui fréquentent l'aéroport. La discipline d'abord, c'est toujours de rappeler que l'aéroport n'est pas un marché. Et effectivement, on a cette tendance à voir, peut-être à la recherche de certaines activités commerciales, beaucoup de personnes non autorisées qui viennent à l'aéroport pour continuer à faire des activités illégales. Je prends par exemple l'activité de change. Même le ministère des Finances a rappelé de façon très forte que l'activité de change est réglementée et ne doit pas se faire de façon illégale. Et nous avons par exemple ce type d'activité à l'aéroport dont nous condamnons fermement. Nous répétons qu'effectivement l'État a fait d'énormes efforts. Ça a été attesté par l'OACI. Les barrières sont là. Mais si en amont, nous ne nous disciplinons pas en tant que population, et nous allons encore en parler, nous savons que les forces de l'ordre vont continuer à appuyer pour éradiquer ces phénomènes, mais c'est vraiment un appel et à ceux aussi qui fréquentent l'aéroport de ne pas participer à ces activités. On s'accorde à dire qu'il existe un terreau fertile pour faire de l'intelligence artificielle un levier de développement inclusif et un vecteur de compétitivité stratégique. Faire de l'intelligence artificielle un outil d'amélioration de la gouvernance, de modernisation des services, de rationalisation de la dépense publique et de renforcement de l'efficacité de l'action de l'État. Et pour cela, il faut bâtir collectivement une vision commune et inclusive de l'IA pour le Cameroun. Je crois que c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Le directeur prendra peut-être la parole en dernier. Moi, je fais des propositions, parce qu'il paraît que c'est le même Cameroun que nous avons depuis que les Blancs nous envoient toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut capter les gens qui sont déjà prêts. Les jeunes ingénieurs, les jeunes cadres qui sont dans l'administration publique, mettre dans leur matrice un certain nombre d'informations qui font que quand on leur cote un dossier, que la célérité soit au rendez-vous.
mais en leur rappelant que l'ordinateur, c'est quelqu'un qui a mis les données à l'intérieur. Il faut qu'il fasse une jonction entre ce qu'il a appris comme savoir savant, l'administration qu'il a apprise, et le fait que l'ordinateur lui permet simplement de répondre facilement, afin que le développement dont on a besoin soit conjoncturé par le fait que si quelqu'un va en retrait demain et qu'on te coûte un dossier, que tu ne perds pas 3 mois à faire un dossier. Moi, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup travailler. Mais si vous faites le tout pour le tout, ça sera un peu difficile. Une petite pique simplement, travailler beaucoup avec les agents électoraux, avec les responsables de communication politique, pour qu'à l'issue de cette élection, donc, quand on vient d'appeler, que les Camerounais voient les Camerounais, pas les gens que l'intelligence artificielle va les voir. C'est dommage que vous m'avez dit que vous n'êtes pas encore mis, mais allez à l'antique, allez à tous les... L'antique est sous tutelle du Mine-Postel. Hein. Oui, pour nous permettre à ce qu'on a vécu ailleurs, qu'on ne le vive pas ici. Mais au niveau de l'éducation, vous avez dit c'est 2040, je vous fais confiance si je suis encore vivant. Merci. Maître Ngou, comment arriver à une vision commune, celle qui peut satisfaire tout le monde au Cameroun? Pour moi, je veux que tous les données pendant les élections, tous les données éducatives, tous les données hospitalières. Je veux qu'on crée un données informatique. Que, par exemple, si quelqu'un a un problème, par exemple, on lui a arrêté de vol, il faut que toutes les informations de la personne sortent. Il faut qu'on personnalise, on met toutes les données dans le système informatique. Ça va rendre le travail du Cameroun facile. C'est ce que j'ai dit au directeur pour qu'il mette ça en action. Serge, vous avez relevé un ensemble de choses qui, à votre avis, ne nous font pas avancer. Le directeur a apporté certainement des solutions, mais il faut avancer tout de même. Comment tirer avantage de cet outil? Le Cameroun et le pouvoir politique qui prendra la direction du pays en octobre prochain doit faire des enjeux de l'économie de l'Internet des questions qui sont fondamentales. Entre 2010 et 2025 aujourd'hui, le président de la République du Cameroun s'est exprimé 7 fois dans ses discours à la nation sur les questions qui sont liées à l'informatique, à la digitalisation, au numérique, etc. 7 fois. 3 fois sur des discours à la jeunesse, 2 fois sur des discours de fin d'année. Donc il faut en faire une question qui est centrale, parce que la question de rechercher de la productivité, gagner de la productivité, augmenter sa production, mais aussi stabiliser les normes et les procédures, c'est une question qui est essentielle. Et il faut bien emboîter au plan conceptuel les éléments dont on parle. Si nous avons pour direction de dire nous voulons moderniser le pays et moderniser l'État, d'abord on fait un audit des programmes de modernisation qui ont été mis sur pied depuis sur les 20 dernières années. Nous avons globalement 5 programmes. Nous avons le programme de e-government. Il y a ce programme, un programme fondamental qui est adossé dans les services du Premier ministre. On avait le programme CIGIPES là, qui vient d'être muté en aigle avec on va dire la structuration de la solde et de la gestion des ressources humaines de l'État. Donc ça, c'était un programme. On avait le programme d'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, le PASC, c'est un nom un peu compliqué. Il y a le PINOREG et puis il y a ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Donc, l'ensemble de ces programmes faisait partie d'une matrice qui a été domiciliée dans le corps de l'État en 2010 sur tout ce programme qu'on a appelé Vision et Émergence. Parce que émergent, vous ne pouvez pas construire et structurer un programme d'émergence si la matrice, la colonne vertébrale du pays, qui est l'État, qui irrigue l'ensemble des ressources, qui irrigue l'ensemble des procédures, n'est pas établie sur une idée de modernisation. Donc, si vous comparez ces 5 grands programmes, tous, la substance de ça, c'est la modernisation par l'outil informatique. Donc, aujourd'hui, c'est un point qu'il faut remettre au centre parce que malheureusement, nous ne pouvons obtenir aucune amélioration fondamentale du fonctionnement de l'État et de la qualité de restitution du bien public, de construction du bien public et d'amélioration des interactions avec le public si à la base, la question, l'économie de l'Internet, les outils de l'Internet, la réflexion autour de l'Internet, les stratégies autour de l'Internet ne sont pas remises au centre du jeu et faites comme une priorité. Séverin, je disais, je fais bien déjà tout ce qui a été fait comme proposition. Serge a parlé tout à l'heure d'économie du savoir. Aujourd'hui, je vais ajouter l'économie de la donnée autour de tout ce besoin de restructuration. Je voudrais également dire que
les choses ont été faites. Il y a une volonté politique qui l'a relevé, les discours du chef de l'État, de l'économie numérique. Il y a également un point qu'on n'a pas soulevé. Il faut aller financer tout ça. Il faut aller financer toute cette restructuration, toute chose qui nous semble assez compliquée en raison, n'est-ce pas, de la conjoncture. Ce que nous disons, c'est que nous faisons avec les moyens qui sont disponibles et les indicateurs sont là. Mais vous allez voir une statistique de la Banque mondiale fait état d'un financement de moins de 1% pour ce qui est de l'économie numérique, pour ce qui est de ses activités. Ailleurs, l'économie numérique, l'économie du savoir, l'économie de la donnée se finance. Et vous verrez que dans le plan ou bien dans la stratégie que nous voulons mettre en place, il y a un volet très important du financement sans lequel, il faut le dire sans embâche, nous ne pouvons rien faire. C'est dire que des actions sont menées, mais il faut également mettre du mien, la volonté politique, les programmes de restructuration et également mettre tout le monde dans une coalition qui nous permette aujourd'hui d'atteindre les résultats pour que cette économie du savoir, cette économie de la donnée, cette transformation numérique tant voulue par le chef de l'État soit effective au bénéfice de tous les citoyens. Merci à vous, merci pour votre participation à cet échange citoyen sur Scène de Presse, cette édition qui prend fin. Nous allons dire merci à Nathan Kaweb qui est d'abord qui est avec nous, qui nous permet d'avoir les images, le signal à la maison. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder et un bon week-end à vous. Bon début de semaine également. Merci beaucoup. Merci beaucoup.